Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour à ceux qui sont dans la salle et puis ceux qui sont connectés, puisque c'est déjà du numérique ça. Avant de commencer sur les enjeux sociétaux du numérique, je voudrais qu'on se pose la question simplement, le numérique c'est quoi? Parce qu'au fond, il n'y a pas de vraie définition du numérique, encore moins de l'économie numérique, on met un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Sachant qu'aujourd'hui, le numérique, c'est tout. C'est-à-dire on ne devrait plus parler d'économie numérique, on devrait parler du numérique dans l'économie, du numérique dans la vie, parce que le numérique, aujourd'hui, atteint toutes les couches de l'économie et toutes les couches de notre vie, à nous tous, dans notre travail, mais aussi dans notre vie privée ou à la maison. Il suffit de vous poser quelques questions dans votre tête du style, au fond, le numérique pour un adolescent, c'est quoi? Alors vous allez dire téléconnecté, la musique, le chargement de la musique, les jeux en ligne, etc. Le numérique pour un adulte, c'est quoi? Alors vous allez avoir quelques autres définitions. Le numérique pour un industriel, par exemple un industriel de l'aéronautique ou un industriel de l'automobile. Alors il va vous parler de conception assistée par ordinateur, collaboratif avec tous les sous-traitants qui conçoivent en même temps la même pièce, etc. Il va vous parler de l'informatique embarquée, des puces qui sont dans les voitures ou dans les avions. Il va vous parler du e-commerce, la manière dont il a à vendre ses produits par Internet. Si vous posez la question à un banquier, vous parlez des salles de marché, de la nécessité d'avoir des systèmes hyper réactifs pour faire du trading ou de fréquence. Il va vous parler du multicanal pour que les particuliers puissent avoir accès par différents canaux en même temps à leur compte. Bref, si vous parlez à un haut fonctionnaire de l'État, il va vous parler de services aux citoyens, de services aux entreprises, de contrôle, de télédéclaration, de choses comme ça. Donc chacun a sa vue du numérique, mais le point commun de tout ça, c'est que le numérique transforme tout et le numérique révolutionne tout. Probablement autant, sinon plus, que l'imprimerie a révolutionné le milieu du millénaire précédent et que la révolution industrielle a révolutionné les années entre 1800 et 1950. C'est une révolution. L'économie numérique, c'est une révolution. Juste un slide pour... alors attends, c'est avec ça. C'est du numérique. Pour vous montrer cette expansion au fond, parce que au fond, tout ça, ça a démarré il y a quoi? Il y a un demi-siècle, avec des grands ordinateurs, il y en avait quelques-uns, dans les grandes entreprises, et puis après, il y a eu les mini, il y a eu les plus anciens parmi nous se rappellent la vogue des mini. Après, il y a eu la vogue des micros, et puis après, il y a eu les réseaux, et puis le Big Bang de l'arrivée d'Internet dans les années 90-95, l'arrivée du téléphone mobile. Aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux, dans l'ère d'Internet, on commence à être dans l'ère des objets connectés, c'est-à-dire du numérique avec des objets qui se parlent entre eux un peu partout. Par exemple, quand vous passez une barrière de péage, vous savez, dans les PHT, là, vous avez votre badge, votre badge, il parle à la barrière, et la barrière, elle vous envoie la facture, vous n'avez rien à faire. C'est votre voiture qui parle à la barrière et qui ensuite, les radars automatiques. Les radars automatiques, c'est un excellent exemple. Je ne suis pas un fanatique des radars automatiques, personnellement, parce qu'ils me coûtent assez cher, mais c'est un excellent exemple d'intégration de process numériques. Vous voyez bien ce que je veux dire, entre le moment où vous passez devant un radar, le moment où vous recevez votre contravention, il y a tout un cycle, tout un process automatisé. Donc, le numérique, ça révolutionne tout. Je crois qu'il faut être vraiment présent et conscient de ça. Et je dirais, pour simplifier, qu'il y a ce que j'appellerais le secteur numérisant et le secteur numérisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des termes un peu nouveaux, ça c'est moi qui les ai inventés. Les numérisants, c'est quoi? C'est toutes les entreprises qui fabriquent des outils numériques ou des services numériques à l'usage du monde des industries, du monde des particuliers. C'est quoi? C'est les éditeurs logiciels, c'est les fabricants de composants, c'est les industriels, ceux qui fabriquent des téléphones, qui fabriquent des autocommutateurs, qui fabriquent, etc. Ce sont les SS2I, les gens dont la vocation est de fournir des outils numériques à l'usage du secteur numérisé, c'est-à-dire les gens qui utilisent ce numérique, donc les entreprises, les particuliers, les États, qui, eux,
utilisent le numérique et sont transformés par le numérique. Alors, à partir de ça, les grands enjeux. Les grands enjeux. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien sur ce slide, mais au fond, vous le savez tous, la révolution sociétale au sens de la société, au sens des individus, elle est multiple. Elle touche à la manière de communiquer les uns avec les autres. Elle touche à la culture, à l'accès à travers... Il y a je ne sais combien de requêtes. Je crois qu'il y a 10 000 dans le monde, 10 000 requêtes Google à la seconde. 10 000 requêtes Google à la seconde. Et on voit bien aujourd'hui, on a besoin d'avoir un renseignement sur la baleine blanche. Vous faites baleine blanche, Google baleine blanche, bah vous avez 80 articles dessus, et tout ça en une seconde. C'est une transformation de cette notion de culture. Alors, vous voyez bien également tout ce qui concerne, si je reprends dans l'ordre des aiguilles d'une montre, hein, si vous voulez, tout ce qui concerne aujourd'hui la communication en sens inverse, pardon, communication entre les hommes, les emails, etc. Tout ce qui concerne les loisirs, j'ai évoqué tout à l'heure, les produits plus intelligents, la facilité de vie. Je crois qu'on a perdu un peu cette habitude. La facilité de vie au sens capacité que l'on a de traiter simplement par un outil, que ce soit un smartphone, que ce soit un ordinateur, une tablette, de traiter finalement plein de choses dans sa vie, de faire des achats. Hier soir, j'ai acheté un truc sur Amazon. Ça m'a pris un clic, hop, hop, clac, c'est fini. Cette facilité de vie qui est entraînée par le numérique, c'est quelque chose dont on ne pourrait plus se passer au fond aujourd'hui. Et puis, bien sûr, de manière peut-être moins visible, moins quotidienne, les aspects de sécurité. On pourrait citer effectivement les passeports biométriques ou les choses comme ça. Et puis la santé, tout ce qui concerne la santé en matière de télémédecine, en matière de réseau de soins, en matière de DMP qui progresse petit à petit en étant un exemple, les outillages de plus en plus sophistiqués. Bref, on pourrait y passer des heures, mais je pense que vous êtes tous bien conscients que le numérique, c'est en train de bouleverser notre vie, probablement comme aucune autre chose ne l'a fait aussi rapidement dans le passé. L'appropriation du numérique par les hommes est quelque chose d'ultra rapide. Facebook existe depuis peu de temps, peu d'années. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'abonnés sur Facebook. Vous avez 3000 emails à chaque seconde qui sont émis dans le monde. Bref, le numérique transforme la vie de tout le monde et pas seulement la vie, je dirais, de quelques favorisés ou de quelques pays favorisés. C'est l'ensemble du monde qui est concerné. Vous allez en Afrique, beaucoup de gens maintenant ont des téléphones mobiles parce qu'il n'y a pas de réseau fixe de toute façon. Donc je crois qu'il faut, quand on parle de révolution sociétale, il faut d'abord bien penser à cette révolution dans la vie des gens et dans la transformation de la vie des gens. Alors, j'accélère parce que mon ami Tristan m'a mis une montre sur le bureau pour que j'aille vite, une montre numérique. Alors, sur les entreprises, eh bien, on retrouve le même phénomène. Là, je vais vous faire voir quelques images qui montrent en quoi le numérique transforme la vie des entreprises. J'ai parlé tout à l'heure de conception assistée, on peut parler des process industriels, on peut parler de la robotique, on peut parler des systèmes embarqués. Vous savez que dans la conception, dans la fabrication d'un Airbus aujourd'hui, 1/3 du prix est le prix de l'informatique embarquée. C'est considérable lorsque vous avez un nombre incalculable de systèmes à l'intérieur de l'avion, même en vol, qui détectent, pour la conduite de vol, pour plein de choses bien sûr, mais par exemple, qui détectent toutes les éventuelles petites difficultés qui surviennent pendant un vol, qui sont immédiatement retransmises à terre au prochain aéroport où l'avion va arriver pour que d'avance la bonne pièce détachée pour remplacer la pièce défectueuse soit approvisionnée et puisse être installée dès que l'avion touche le sol. C'est une véritable, un Airbus aujourd'hui est une véritable usine informatique. Et c'est vrai de plus en plus pour les automobiles, hein, que je crois qu'il y a 70 ordinateurs aujourd'hui sur une automobile moyenne.
sur 70 mini-ordinateurs embarqués. Alors évidemment, mais ça va de soi, toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées, c'est une chose qui est évidente. Et le plus important, enfin pas le plus important, mais ce qui est très important aussi, c'est cette transformation j'appellerais ça, de la manière de vendre et de la manière de s'approvisionner pour les entreprises par Internet, c'est-à-dire une entreprise aujourd'hui, elle est en relation permanente, en direct, en temps réel avec ses fournisseurs, de la même chose avec ses clients, dans une chaîne ininterrompue, dans un process ininterrompu, qui fait qu'aujourd'hui, elle est capable de vendre au Chili, en Australie ou ailleurs, de manière extrêmement rapide, extrêmement simple, et c'est souvent c'est ce qu'on appelle la nouvelle économie. Alors j'aime pas du tout ce terme de nouvelle économie, parce que je ne sais pas faire la différence entre une start-up qui se crée autour d'Internet et qui vend des produits sur Internet, et puis la filiale e-business de la FNAC, de la Redoute, qui fait exactement la même chose, sauf qu'elle est dérivée d'une entreprise qui existait avant. Mais c'est toutes les entreprises qui aujourd'hui, toutes les entreprises ont leur site. Je crois qu'il y a aujourd'hui en France, vous avez une très grosse majorité, je crois que c'est 70% des entreprises qui ont leur site Internet et qui vendent par Internet. Alors, je regarde mon chronomètre là. Par rapport à tout cela, ce qu'on peut dire, c'est que on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que malgré tout, il y a toute une série de questions qui se posent autour des enjeux sociétaux. Il y a, sans les résoudre et uniquement en les posant ici, il y a des enjeux évidemment de sécurité qui se posent. On en lit des articles dans la presse partout, sécurité des États, sécurité des gens, sécurité des transactions, les hackers, etc. Donc il y a des questions de sécurité liées au réseau et liées à Internet. Il y a des questions d'emploi. Le numérique génère beaucoup d'emplois, mais le numérique transforme beaucoup d'emplois. C'est-à-dire beaucoup d'anciens emplois sont supprimés et remplacés par d'autres, mais toute cette gestion de l'emploi vers de nouveaux emplois, de nouveaux métiers, c'est quelque chose qui est un véritable enjeu en soi, et vous êtes bien ici, bien placé pour le savoir. Il y a des questions d'écologie. Vous savez probablement, vous avez sûrement lu que 10% aujourd'hui de la consommation d'électricité dans le monde est due au numérique, c'est-à-dire que le numérique est un énorme consommateur d'énergie. Et puis, vous avez toutes les questions qui tournent autour du management et de la difficulté qu'il y a pour un manager à se transformer, à rester au contact des hommes. Bon, on voit tellement souvent dans les entreprises, y compris dans la mienne d'ailleurs, des gens qui sont d'un bureau à l'autre et qui s'envoient des mails plutôt que de se lever et de venir se parler. Le rapport entre les hommes est modifié. Je me souviens d'une phrase d'un président de la République, qui est une phrase qui est très ancienne, mais qui est, à mon avis, qui était prémonitoire. C'était Giscard d'Estaing, qui, il y a une vingtaine d'années, vous savez, on commençait à parler de la télématique, qui disait le monde se rapproche, mais l'homme n'aura plus de prochain. Et c'est quelque chose auquel il faut qu'on pense. C'est-à-dire qu'à force de déshumaniser, au fond, les rapports physiques entre les hommes, il faut qu'on pense à maintenir ce lien affectif qui peut être mis à mal par le numérique si on n'y veille pas. Voilà les quelques mots d'introduction très brefs que je voulais vous donner concernant les enjeux sociétaux du numérique. Et je vais passer la parole maintenant à mon ami Tristan Monroe. Merci Jean, il a très très bien tenu son temps de parole. Je vais essayer d'en faire autant, mais je vais juste redémarrer la petite machine, voilà. Alors, je me présente rapidement. Moi, je suis donc je vais en fait vous faire un zoom sur la place particulière de la PME comme acteur économique extrêmement important dans la chaîne du numérique, vu du dirigeant d'une PME que je suis et aussi vu de sa contribution au développement de l'écosystème du numérique. Enfin, en tout cas, vu comme... Je parle trop fort, d'accord. Ok.
En 2 mots, moi j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe américain dans lequel je suis resté une petite dizaine d'années et j'ai cofondé une entreprise, une ESN, on ne dit plus SS2I, un thème à bannir. C'est un thème qui a été banni par Syntec Numérique, dont nous faisons tous partie. Donc on dit aujourd'hui entreprise de services numériques. Et donc j'ai monté une entreprise de ce type-là il y a une dizaine d'années qui est spécialisée dans la transformation et la sécurisation des infrastructures, des grandes infrastructures de systèmes d'information des grandes entreprises. Je ferai peut-être un zoom un peu après. Alors le premier point que je voudrais développer, c'est en tant que chef d'entreprise, le numérique a véritablement chamboulé un certain nombre de façons de travailler. Et même au niveau d'une entreprise qui est finalement un métier assez traditionnel, je vais vous donner quelques exemples qui montrent à quel point des choses ont gagné en productivité ou ont changé dans leur façon dans le travail. Et cela impacte en fait bien évidemment les ingénieurs qui travaillent dans les entreprises, mais aussi toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, je vais donner un premier exemple, c'est la fonction recrutement. Fonction recrutement, maintenant il y a plus de 10 ans, on ne recrutait dans toutes les entreprises ou les entreprises, donc qu'elles soient publiques ou privées, quasiment que par le biais d'annonces publiées dans des journaux spécialisés. Et il y avait donc un processus qui durait plusieurs semaines, le temps qu'on publie l'annonce, qu'on reçoive les candidatures de CV écrits, enfin CV, il pouvait être encore frappé à la machine avec des lettres de candidature. Et donc le processus était extrêmement lent. Au début des années 2000 sont arrivés des sites spécialisés qu'on appelait les job boards, donc une vraie révolution où les gens ont commencé, enfin en tout cas les gens qui cherchaient du travail, se déclaraient sur des bases de données en face d'entreprises qui recrutaient et donc terminer le jeu des petites annonces et première révolution, il a fallu former des collaborateurs au recrutement en ligne. Et également, d'ailleurs, les gens qui cherchaient du travail ont dû s'adapter, en tout cas adapter leurs recherches. En tout cas, ça a fondamentalement changé tout ça. Ça a donné l'émergence, ça a donné à la création à des très grandes entreprises comme Monster, ou pour ne pas les citer. Et ça a considérablement réduit le temps de cycle de recrutement et le coût aussi du recrutement. Et également, ça a exacerbé la compétition entre les différentes entreprises pour attirer les talents. Et encore plus récemment, il y a à peu près 2-3 ans, émergence des réseaux sociaux professionnels qui font que ces job boards perdent de la vitesse. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau système où les collaborateurs qui cherchent du travail n'ont quasiment plus à se déclarer. C'est-à-dire qu'ils sont, de toute façon, ils ont une fiche d'identité professionnelle qui est affichée sur un réseau social professionnel. Et ils se font contacter par les entreprises qui viennent les chercher. Donc ils sont dans une logique où on vient les chercher, il n'y a même quasiment plus besoin de faire un travail de présentation. Alors, je mets un bémol quand même, c'est particulièrement vrai dans les métiers du numérique. Il est évident qu'un certain nombre de métiers plus traditionnels, il y a un acte de marketing et de vente encore fort des candidats, bien sûr. Mais c'est un exemple où il y a eu un changement fondamental et l'entreprise, y compris la PME que je suis, si elle ne s'était pas adaptée, on serait évidemment rayé de la carte. Un deuxième exemple dans l'usage du numérique dans les processus de gestion. Toute petite entreprise que nous sommes, nous réalisons un chiffre d'affaires d'à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a une centaine de collaborateurs. On a fait le choix il y a un peu plus d'un an de mettre en place un système de gestion intégré. Donc au niveau de l'entreprise, il y a un système de gestion intégré, donc un ERP, un Enterprise Resource Planning, puisqu'on est en bon français, d'un très grand acteur, du leader d'ailleurs de l'édition logicielle, que je ne citerai pas, donc qui est international. Nécessite, oui, allemand, voilà, nécessite une bonne dose de gymnastique intellectuelle à tous les niveaux de l'entreprise, dans toutes les fonctions. Donc là, pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'est un exemple où le numérique est venu changer tous les métiers de l'entreprise et où on a besoin de collaborateurs et de collaboratrices qui aient une culture numérique, parce que quand on utilise l'outil de gestion en question, bien sûr qu'il ne s'agit pas de comprendre comment fonctionne une base de données et le fonctionnement des requêtes SQL, etc. Mais il faut quand même avoir une compréhension au moins générale
pour être performant dans son métier. Et donc je pense que tout ce que vous allez instruire à vos élèves et à vos futurs élèves dans le domaine, c'est extrêmement important parce que tout le monde doit avoir une culture du numérique et du fonctionnement, des grands fonctionnements, des grands systèmes dans l'entreprise. Je passe à un deuxième point qui est un enjeu sociétal majeur qui est en lien direct avec mon métier. Donc je vous ai parlé de la transformation et de la sécurisation des grandes infrastructures de systèmes d'information. Vous avez tous entendu probablement parler de ce qu'on appelle le cloud computing, qui est un nom encore américain pour désigner finalement un retour au temps partagé des années 70, donc en gros d'une puissance de calcul hébergée par un seul acteur qui la loue en petits morceaux à des milliers d'acteurs. Cette nouvelle évolution des infrastructures, des systèmes d'information va considérablement, à notre sens, faire évoluer les métiers de demain, notamment dans tout ce qu'on appelle la production informatique. On sait aujourd'hui, on a fait quelques calculs en estimant que par exemple l'administration système, donc qui étaient des métiers en pleine expansion pendant les 10 dernières années, vont désormais être en pleine régression. Et on estime, certaines estimations, bien sûr ça n'engage que ceux qui ont fait les calculs, mais on parle dans 2-3 ans d'une disparition de 40% de ces métiers. Et on peut bien sûr le comprendre puisque en industrialisant, en automatisant et en centralisant, eh bien, en France, notamment, on va bien sûr, donc c'est un phénomène de rationalisation, mais aussi de délocalisation. Donc tout ça c'est un impact majeur sociétal sur, en tout cas, les métiers du numérique, parce que demain, les techniciens dont on a besoin, les gens, donc techniciens au sens large, en tout cas acteurs économiques qui maîtrisent une technologie, vont devoir se remettre en cause et vont devoir faire évoluer leur métier de manière considérable. Donc c'est vraiment très important. Donc le message, c'est d'essayer je pense, dès aujourd'hui, d'inculquer à vos élèves le fait que demain, ils devront être... On cherche de plus en plus des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire des gens qui ont une culture technique, dans les métiers du numérique, une culture technique forte, mais aussi qui ont une capacité de communication, une capacité d'organisation, une capacité d'animation forte, parce que les métiers de type ouvrier spécialisé qui ont quand même, créé beaucoup d'emplois dans les sciences du numérique, vont être délocalisés, vont disparaître. Donc il y a une vraie montée en... alors c'est pas une montée en gamme, mais il y a une vraie évolution, une généralisation du profil, des profils qu'on va rechercher, et une montée vers la valeur ajoutée de l'ingénierie qu'on pourra conserver en France. Donc ça, c'est vraiment un enjeu sociétal majeur. Et encore, on n'est qu'au tout début de ce phénomène, donc vraiment, cette dimension était extrêmement importante. Il me reste 1 minute 30 pour vous dire que les PME sont, je vais vous donner quelques exemples, sont au cœur vraiment de l'émergence du numérique, parce que quand on regarde les exemples de leaders d'aujourd'hui, c'était des PME il y a encore très peu de temps. Alors évidemment, on connaît tous Microsoft, mais Microsoft a maintenant une trentaine d'années, donc c'est déjà un vieil acteur. Mais vous prenez, Jean les a cités tout à l'heure, vous prenez Facebook, moins de 10 ans, Google, une dizaine d'années. Amazon en 1995, ils faisaient quasiment 0 € de chiffre d'affaires. Cette année, ils vont faire, l'année dernière, ils ont fait 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils ont une croissance de 20 à 30%. C'est phénoménal. Et encore, ils sont d'ailleurs, ils sont connus comme un leader de la distribution. Ils sont en train de révolutionner l'informatique aujourd'hui avec le cloud computing, où ils ont pris une part, ils sont leaders aujourd'hui dans le cloud computing justement. Donc, mon message là, c'est que il faut donner aussi le goût aux étudiants d'aller voir les PME qui sont très souvent source d'innovation, parce qu'on démarre de la feuille blanche, et que l'innovation démarre en général par un nouvel usage. Donc j'ai cité quelques exemples d'applications tout à l'heure, mais c'est un nouvel usage qui a été pensé par des esprits brillants qui ont imaginé un marché. Et cette imagination, elle est fondamentale pour que... Voilà. Merci iPhone, pour créer les leaders de demain. Donc il y a, je pense, un vrai travail pour faire en sorte que vos élèves pensent usage et innovation demain. Voilà.
Merci, merci. Et donc moi je vais parler d'usage, donc c'est bien là. Merci pour l'enchaînement qui est parfait. Philippe Sajot, moi je suis en charge du programme Ville Intelligente, donc on l'appelle Smarter City chez IBM, je vais éclairer le terme. Mais nous on est un vieil acteur puisqu'on a dépassé les 100 ans. Mais le fait d'avoir dépassé les 100 ans dans ce monde-là, ça me porte à vous faire juste un commentaire, c'est que finalement on s'est adapté. Il y a 100 ans, et quand Watson fils, dans les années 60, juste après la guerre, avait sorti les premiers ordinateurs, il avait dit à son père, vu la puissance que ça fait, on va en vendre 4 ou 5. Après on n'aura plus de clients. Voilà, donc cette importance d'évolution et de changement et d'adaptation. Alors, qu'est-ce que veut dire Smarter City? Donc déjà, on essaie d'être un peu humble et on a parlé de smarter, ça veut dire plus intelligent, parce qu'on considère que même en Grèce antique, les villes étaient déjà intelligentes et ce n'est pas le numérique qui vont les rendre intelligentes. Donc c'est quelque chose de plus. Et en fait, je situe ces villes intelligentes aujourd'hui entre la ville numérique, qui est ce dont les territoires ont parlé depuis plusieurs années en France, mais qui est surtout finalement du haut débit des capteurs et tout ce qui est l'infrastructure. Et quand on parle de ville durable, qui est quand même aujourd'hui, depuis le Grenelle de l'environnement et tous les mouvements actuels, qui est extrêmement important, la ville durable a besoin de la ville intelligente, a besoin de données pour pouvoir faire évoluer. Vous ne pouvez pas changer votre consommation, l'optimiser si vous ne connaissez pas les données. Vous ne pouvez pas mieux vous déplacer si vous ne connaissez pas les horaires et si vous ne savez pas traiter l'intermodalité. Donc, ville intelligente, une étape supplémentaire après la ville numérique, et ça sert la ville durable. Alors pourquoi IBM dans cette affaire-là? En fait, et pourquoi on parle beaucoup des villes intelligentes aujourd'hui? En fait, c'est la conjonction de deux phénomènes. Un phénomène de marché, et le marché c'est l'urbanisation. 70% de la population vivra dans les villes en 2040. Dans les 25 ans qui viennent, c'est 250 millions de Chinois qui vont passer des zones rurales aux villes. Et donc il va falloir construire des infrastructures. Et on a atteint, on le vit tous les jours, un taux de concentration, un blocage dans la circulation. 1,6% du PIB est perdu chaque année en France. Et il faut optimiser nos consommations. Donc tout ça, c'est le marché et la nécessité d'offrir des usages pour améliorer tout ça. Et on n'en parlait pas il y a 4-5 ans, parce qu'il y a 4-5 ans, on n'avait pas les moyens numériques pour le faire. Mais depuis 2-3 ans, par le big data, par l'analytique qui permet de prédire, et par, on a parlé tout à l'heure de machine to machine, c'est fondamentalement ces trois phénomènes du numérique qui permettent maintenant dans la ville de pouvoir travailler sur des données en temps réel, de prédire de nouvelles données et de prendre des décisions. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le paysage. Alors, pour pas être abscon, et pour faire la suite finalement de ce que tu disais, je vais essayer de vous parler d'usage au travers de 5 exemples, que je ne vais pas développer dans leur totalité, mais vous pouvez aller voir YouTube, et vous aurez des détails plus grands, mais je vais les citer. On a démarré notre histoire sur les Smarter City avec Rio. Et le cas de Rio est vraiment phénoménal parce qu'il est tellement symbolique. Rio avait eu des glissements de terrain. 20% de la population vit dans des favelas, vous le savez. Et des glissements de terrain avaient eu des faits avec 38 morts. Et donc le maire est venu voir IBM en disant, écoutez, vous dites partout que vous savez prédire, mais est-ce que vous savez vraiment m'aider à prédire ces risques majeurs? Et donc on a fait venir des gens de la recherche, et j'insisterai toujours sur les gens de la recherche, parce que c'est la recherche d'IBM, au travers d'autres recherches dans IBM, on en parlera sur Lyon, qui ont permis de faire avancer ces usages. Et sur Rio, donc on s'est assis autour de la table avec des associations, avec la météo, avec la mairie, et on a commencé à travailler dessus sur des modèles numériques, sur des modèles et des outils de calcul intensif, et on est arrivé à modéliser une prédiction à 48 heures sur 1 km². Et à partir de là, le maire est capable d'évacuer cette zone. Fort de cela, il s'est dit, j'ai aussi des caméras de vidéosurveillance, j'ai des problèmes de criminalité, de risque, et j'aimerais bien pouvoir consolider tout ça. Et donc il est parti sur l'idée de construire un centre de commandement ou de pilotage de la ville, qui aujourd'hui regroupe une 70 caméras et quarantaine de personnes à temps plein qui bossent là-dessus, qui regroupe l'aspect sûreté de la ville, l'aspect sécurité, maintenant l'aspect trafic pour piloter la ville. Alors le projet était pour préparer les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Cette année, ce type de centre qui s'est développé à Rio est en train de se multiplier au Brésil. Alors ce qui est important à dire quand on est élu, comme c'est mon cas, en 2012, le maire a été réélu.
Donc ça veut dire que quelque part, ça a été apprécié et les deniers qui ont été mis là ont été compris par la population. Deuxième exemple, et c'est beaucoup plus près de chez nous, et je salue donc la personne qui est dans la salle, qui est enseignante à l'INSA et qui a eu le Faculty Award d'IBM dans le cadre de ce projet. C'est le projet Optimode à Lyon, où en fait, je dirais grâce à l'énergie du territoire de Lyon, aux partenaires locaux et l'initiative sur la mobilité, des gens de la recherche chez nous de Dublin notamment ont travaillé sur ce projet avec des logiciels et France Lab, et on a travaillé sur trois axes qui maintenant arrivent à leur maturité, à leur réalité. Alors c'est quoi les usages qu'on va donner finalement aux citoyens? Le premier usage, c'est une prédiction du trafic à 1 heure. C'est la première fois dans le monde qu'on faisait une prédiction de trafic urbain dense. On l'avait fait sur des voies routières, mais on ne l'avait jamais fait sur de l'urbain dense. Maintenant, on le fait à Singapour, on le fait à Dublin pour les bus et pour d'autres endroits. Mais Lyon a été le premier. Et donc aujourd'hui, le PC Critère de Lyon qui pilote 1200 feux en temps réel, le feu tricolore, peut posséder maintenant une anticipation d'1 heure sur les risques de bouchons dans la ville, et donc pouvoir délester certaines voies et pouvoir réorienter l'affichage des feux pour améliorer le trafic. Donc cette modélisation est maintenant terminée, elle est vraie à 92%, donc c'est extrêmement important, et donc Lyon est en train de valider comment la mettre finalement à l'utilisation du PC routier. Deuxième application d'usage, et celle-ci qui va toucher vraiment le citoyen final, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'information intermodale, donc intermodalité de transport. Et là, l'histoire est très simple. Vous habitez Écully. Demain à 10h, vous voulez prendre le train à La Part-Dieu. Et vous allez rentrer dans votre smartphone sur l'application. Vous allez dire, demain, je dois être à 10h à La Part-Dieu. À quelle heure je dois partir de chez moi et comment je dois partir? Est-ce que je prends la voiture? Est-ce que je prends le tram? Est-ce que derrière, je finis en vélo? Je vais à pied, etc. Et cette plateforme intermodale qui est développée avec Transdev, qui est un partenaire sur le projet, va fournir la meilleure réponse, mais cette fois-ci non pas en moyenne, mais par rapport à du vrai prédictif. Et si vous laissez vos coordonnées téléphoniques, l'application vous rappellera pour vous dire, écoutez, finalement ça s'est amélioré, vous pouvez partir un quart d'heure après. Donc voilà le genre d'application qu'on est en train de mettre en place et quel outil. Troisième application, cette fois-ci, qui adresse le business to business, c'est en fait une allocation dynamique des tournées des livreurs. On est en partenariat avec 4 livreurs aujourd'hui sur Lyon. Ces livreurs, le soir, donnent leur tournée. Donc, imaginons que le livreur va faire 1, 2, 3, 4, 5. Si entre le 2 et le 3, il doit passer par un pont et que sur ce pont, il y a un accident, le PC routier lui envoie un message et lui dit « Essayez pas d'aller au 3, parce que tout autour du pont est encore plus bouché que le pont. Allez au 5 et revenez faire le 3 plus tard. » Et là, on pense qu'on peut gagner jusqu'à 20% de ce temps de tournée et donc avoir un vrai service d'usage, cette fois-ci facturable, que la collectivité peut apporter à des services, donc amélioration du trafic, amélioration de la tournée, vous avez compris. Troisième exemple, cette fois-ci dans l'énergie, et là on participe dans l'énergie à un consortium qui s'appelle EcoGrid, dans des pays vantés nordiques, à l'île de Bornholm. Et en fait, là, on fait l'intermédiaire entre des réseaux électriques et des moyens d'énergie renouvelable. Et la particularité de cette île vantée, c'est que 50% de l'énergie vient du vent. Vous savez que le vent est une énergie fatale, elle est renouvelable mais fatale. Une fois que c'est fait, et que l'électricité, ça ne se stocke pas très bien. Et donc, on a mis en place des systèmes avec les partenaires locaux où on utilise en fait les voitures électriques qui sont utilisées totalement sur l'île comme accumulateurs de l'énergie éolienne. Et donc, la voiture accumule de l'énergie et elle peut le réinjecter dans le réseau ensuite, au-delà de son usage. Donc, ce n'est pas que des mots, ça fonctionne aujourd'hui. Il y a plusieurs milliers de voitures sur cette île. On est bien dans un équilibre aujourd'hui recherché avec plus de la moitié en éolien et en énergie renouvelable. Et on travaille avec ses partenaires aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc IBM n'est pas énergéticien, IBM n'est pas transporteur. On est toujours dans le monde des données et à l'interface entre ceux qui font le métier et ces données qu'on peut remonter du terrain. Quatrième exemple, c'est l'exemple de Montpellier. Et là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Non pas que nous l'ayons signé, ce qui est exceptionnel, c'est la vision qu'a eue l'agglomération de Montpellier, qui a signé en décembre 2012, c'est assez récent, un projet qui consiste à aller bien plus loin que l'open data. L'idée étant de dire, je vais pouvoir maintenant disposer de toutes ces données métiers. Ces données métiers, il faut les valider, il faut les formater et faire en sorte qu'elles soient à la disposition des acteurs du territoire, des PME, des startups, des universitaires et des entreprises. Et je vais donner gratuitement la mise à disposition de ces données, cette fois-ci, utilisables
et non pas des données, je dirais, grossières et primaires. Et donc ils ont créé cette base de données temps réel prédictive à la disposition des acteurs du territoire. Et ce projet, on l'a présenté au mois de juillet à l'incubateur qui avait 150 sociétés TIC, donc qui est extrêmement intéressé, pour créer de nouveaux usages, parce que ce que tu disais, c'est qu'il faut des gens intelligents pour créer des usages, et nous on considère qu'effectivement, il faut plus que des gens intelligents, il faut vraiment un écosystème, et ça ne se décrète pas. Les usages, ils vont se faire au fur et à mesure, et par des gens agiles et qui vont inventer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez peut-être vu le mouvement gouvernemental vers les quartiers numériques cet été, et ce que la CDC a publié, et Montpellier va développer un quartier numérique avec un bâtiment dans le quartier Oz, et ce projet de base de données ouverte, de données métiers, sera le cœur de ce quartier numérique. Enfin, pour terminer, même si j'ai un peu dépassé, pour terminer, je voulais quand même vous faire état de quelque chose d'assez fabuleux qu'on a eu la chance de pouvoir expérimenter à Toulouse. Vous savez, bon, on a parlé des médias sociaux, tout le monde les utilise, mais aujourd'hui, peu de mairies ou de collectivités ou territoires sont structurés pour vraiment les écouter de façon professionnelle. Et donc, on est allé voir les gens de Toulouse, on leur a dit on a un outil qui s'appelle Social Media Analysis, et cet outil, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux que vous ne savez pas, et ça serait peut-être intéressant que vous le sachiez pour pouvoir orienter finalement la politique, voir la réaction de ce que vous décidez. Et donc le maire Cohen nous a dit très bien, faites-le, testez-le sur ce qui s'est passé depuis 2 ans. Donc on a travaillé sur 1,6 million de données qui venaient de Facebook, de Twitter, de blogs qui parlaient de la ville ou d'Internet public. Et en fait, on a vu, alors je passerai les conclusions privées du maire, ça c'est son affaire, mais on a vu que, bien évidemment, on a renforcé des choses qu'il savait, mais on a quand même détecté des éléments, notamment sur la petite enfance, dans des quartiers dont il n'avait pas connaissance. Et la conclusion du maire, c'est aujourd'hui, aujourd'hui 2013, on ne peut pas, quand on est dans le rôle qu'il a, ne pas savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans une ville de cette taille. Et au-delà de la réunion de quartier, ça peut être aussi un moyen d'influencer les projets et de bien comprendre finalement ce que les gens pensent et de pouvoir, au-delà de l'enquête publique, de vraiment orienter le projet. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Je pense que les usages dans la ville sont vraiment un marché qui aujourd'hui est bien au-delà du marketing et de la mode. C'est quelque chose qui est très structurant, qui va aller dans les 15-20 ans, avec un objectif de mieux vivre, bien évidemment, avec un objectif de développement du territoire et avec un objectif aussi d'optimisation des services et des ressources. Merci Jean, merci Philippe. Moi j'ai le redoutable honneur de vous tenir éveillé sur des points de droit. Donc bonjour à tout le monde. Parfait. Sur ce droit du numérique, qu'on appelait avant le droit de l'informatique, et qui est une réponse relativement récente à l'émergence de l'informatique et des réseaux, d'Internet. Alors il faut le savoir, en droit on appréhende tous les phénomènes. Le droit est comme la nature, il a horreur du vide. Donc à partir du moment où il y a l'existence de quelque chose, on le qualifie juridiquement. Donc les créations numériques comme les logiciels ou les usages numériques comme les réseaux sociaux par exemple sont soumis à un cadre juridique spécifique. Alors il faut savoir que le droit du numérique ça s'apprend très tard à la faculté de droit, en dernière année de spécialisation en master, parce qu'il faut une certaine gymnastique, il faut maîtriser la propriété intellectuelle, le droit de l'informatique, le droit des données personnelles par exemple. Donc c'est une matière qu'on voit assez tardivement. Alors le cadre juridique est très différent selon que vous êtes dans les services, là où interviennent les contrats informatiques. On ne va pas voir ce point aujourd'hui, on va plutôt voir le cas du logiciel auquel vous êtes le plus souvent confronté, qui lui est régi par le droit d'auteur et les contrats de licence logicielle. Alors la définition du logiciel, légalement il n'y en a pas de définition du logiciel. C'est un arrêté du 22 décembre 1981 sur l'enrichissement de la langue française qui définit ce qu'est un logiciel. Alors pour faire très court, mais vous connaissez probablement mieux la définition que moi, ce sont les programmes qui reçoivent des instructions dans un certain langage qui vont faire tourner votre SI ou votre ordinateur personnel. Alors juridiquement, à partir de là, on définit le logiciel depuis 1985 comme une œuvre au sens artistique. Donc c'est très surprenant, mais le régime juridique du logiciel, c'est une création au sens artistique, avec évidemment certaines spécificités, mais ça veut dire donc qu'elle est régie par le droit d'auteur
et qu'elle est en principe exclue du champ du droit des brevets. Ça, c'est un point important. Alors, premier point, pourquoi un cadre juridique applicable au numérique? Il y a deux axes. D'abord, protéger, parce qu'on raisonne en termes de propriété intellectuelle. Et dans le terme propriété, d'accord, je vous en prie. Le terme propriété, il est très clair. On est propriétaire d'une maison, on est propriétaire de sa création. Donc, ça, c'est la propriété intellectuelle. C'est l'ensemble des prérogatives que la loi ou les tribunaux vous reconnaissent quand vous créez un logiciel, par exemple. Alors, cette propriété intellectuelle, elle se subdivise en deux branches. Il y a le droit d'auteur et la propriété industrielle. Le droit d'auteur, c'est vraiment le logiciel, le code source, qui, s'il est original, va être protégé par le droit d'auteur. Un autre exemple, si vous créez un site internet, le graphisme va être protégé par le droit d'auteur. En droit des brevets, ce n'est pas tout à fait pareil. On va protéger des inventions qui sont nouvelles et qui ont un caractère industriel. Vous comprenez tout de suite la distinction. Donc le logiciel n'est en principe pas brevetable, même si à l'Office européen des brevets, à l'OEB, on admet le dépôt logiciel lorsqu'il y a des inventions qui comportent un programme d'ordinateur. Donc de manière détournée, on protège quand même le logiciel par les brevets. Mais c'est une protection qui n'est pas optimale par rapport au droit d'auteur parce que le dépôt n'est pas toujours admis, il n'y a pas toujours inventivité dans le logiciel. Le coût du dépôt est très élevé et la protection est temporaire. Elle dure 20 ans en brevet, alors que c'est 70 ans après la mort de l'auteur en droit d'auteur. Donc un créateur de logiciel est protégé 70 ans post-mortem. Donc ça, c'était le premier axe. On protège, propriété. Ensuite, c'est aussi pour diffuser. Puisqu'il y a un propriétaire, un créateur du logiciel, le droit veut lui reconnaître des prérogatives. Alors le droit d'autoriser l'utilisation du logiciel par des tierces personnes ou le droit d'agir en justice, c'est la fameuse contrefaçon que vous connaissez. Alors une fois qu'on a déterminé ce socle de droit, l'éditeur de logiciel, il a un outil juridique pour l'exploiter. Son logiciel, sa création, c'est le contrat de licence que vous connaissez tous, avec document contractuel, c'est du droit des contrats, avec une tierce personne co-contractant. Il va donner le droit d'utiliser son logiciel selon différents principes qui sont énoncés dans le contrat. À ce stade, il faut vraiment mettre l'accent sur une chose, c'est que le fait de copier ou de redistribuer un logiciel protégé par des droits d'auteur constitue un acte de piratage ou de contrefaçon, quel que soit le mode, que ce soit de la copie, du téléchargement, du partage, de la vente, ou en installant plusieurs copies sur des ordinateurs personnels ou au travail. En fait, il y a peu de gens qui réalisent que lorsqu'ils achètent un logiciel, en fait, ils achètent une licence d'utilisation. Ils n'achètent pas le logiciel en tant que bien meuble. C'est vraiment une licence, c'est immatériel. Donc, il est important de bien lire cette licence. Je sais que personne ne le fait, et moi le premier, quand on charge du Microsoft sur son ordinateur, on ne fait pas attention à cette licence, mais c'est ce contrat qui vous indique combien de fois vous pouvez utiliser le logiciel. Donc, vous l'aurez compris, la propriété intellectuelle donne un cadre protecteur de diffusion des créations logicielles. Alors, comment le cadre est-il structuré? On sait qu'on a un régime juridique à part entière, on vient de le voir. Alors, l'objet de la protection du logiciel, on sait que c'est du droit d'auteur. Le droit d'auteur, il va protéger certains éléments, il va en exclure d'autres. Quand vous créez un logiciel, vous sont protégés l'architecture des programmes, le code source, le code objet, les différentes versions évolutives, les écrans et les modalités d'interactivité dès lors qu'ils sont originaux, et puis le matériel de conception préparatoire. Les ébauches, les maquettes, le manuel d'utilisation sont protégés par le droit d'auteur. A contrario, vous avez des éléments qui ne sont pas protégés, comme les fonctionnalités, comme l'algorithme. On pense souvent que l'algorithme est protégé par le droit d'auteur, mais non, puisqu'il n'a pas de forme précise. C'est une fois qu'il est intégré dans tout un mécanisme qui constitue le logiciel qu'il va pouvoir acquérir la protection par le droit d'auteur. Les interfaces et le langage de programmation ne sont pas non plus protégés par le droit d'auteur. Voilà. Donc, il faut faire un distinguo en fait entre ce qui est vraiment à l'origine une inventivité de son créateur et puis ce qui relève de l'idée. En droit d'auteur, on ne protège pas l'idée. Voilà, il faut retenir ce grand principe-là. Alors une fois qu'on sait ce qui est protégé, on voit quels sont les effets de cette protection. C'est toujours important de se poser la question. Donc le logiciel est protégé à la condition qu'il soit original. Tous les tribunaux vont d'abord vérifier ce critère, cette condition, avant de décider s'il y a ou pas une œuvre logicielle.
Ça se traduit par un droit exclusif qui est temporaire, je vous l'ai dit, c'est 70 ans post-mortem après la mort du créateur, de l'auteur, du logiciel. C'est relativement long, ça va. C'est pour ça que c'est mieux que le brevet à ce niveau-là. Alors, les droits de l'auteur, du créateur, ils sont d'abord patrimoniaux. C'est vraiment le droit d'exploiter, de tirer les fruits de son logiciel, de le reproduire en nombre et de le distribuer. Alors, modulo le droit d'épuisement, on ne va pas rentrer en ce sujet là, mais c'est la fameuse affaire Oracle Usoft. Et puis il a des droits moraux aussi, qui sont limités dans le logiciel par rapport aux autres créations, mais il a quand même le droit moral, par exemple de s'opposer à l'adaptation du programme par une tierce partie, sous réserve évidemment de la limite des droits qu'il a cédés dans le contrat. Alors l'utilisateur qui achète le logiciel, lui aussi a des prérogatives, lui aussi a des droits lorsqu'il acquiert ce logiciel, en tout cas cette licence logicielle. Il a évidemment le droit de l'utiliser, il a le droit de l'adapter, sauf interdiction contractuelle formelle. Il peut exécuter une copie de sauvegarde, il peut analyser le logiciel, c'est-à-dire l'observer, le tester. Et puis il a le fameux droit de décompilation, c'est la traduction du code logiciel, et puis sa reproduction lorsque c'est nécessaire pour permettre l'interopérabilité avec d'autres logiciels. Là, l'utilisateur aussi a le droit de l'utiliser en ce sens. Alors en principe, pour les logiciels, aucune formalité n'est requise pour bénéficier de la protection. Lorsque vous êtes créateur, vous pouvez le prouver et que c'est original, vous n'avez pas de démarche particulière à faire. Il suffit d'une première diffusion et vous êtes protégé. Alors on conseille quand même, de manière très pragmatique, de faire quand même un dépôt à l'agence de protection des programmes, l'APP, ou chez un notaire, chez un huissier, ou dans des sociétés de gestion collective comme la SCAM ou la SEGDL, Société des gens de lettres, qui vont en fait vous donner une date certaine de création du logiciel. Ce ne sera pas une preuve souveraine que vous en êtes le créateur, mais ce sera déjà un bon commencement de preuve pour prouver que c'est vous qui avez fait la démarche de le protéger, et puis à quelle date vous l'avez protégé. Aux États-Unis, il n'y a pas ce type de démarche. En fait, on joint un descriptif quand on fait le dépôt légal du logiciel à la bibliothèque à Washington. On dépose un descriptif du logiciel et on met un petit C entouré, le fameux petit C de copyright. Voilà. On le met aussi en France maintenant, mais ça nous vient directement des États-Unis. En matière logicielle, il faut savoir que le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France est obligatoire. Dès lors que vous commercialisez un logiciel, il faut le déposer. Il y a une amende si vous ne le faites pas. Je n'ai jamais vu cette amende s'appliquer, mais bon, ça existe dans le code de la propriété intellectuelle, donc je vous le signale. Alors, pour terminer très rapidement, quelles sont les atteintes aux droits? C'est la contrefaçon, elle est punie de manière sévère. C'est quand même au maximum 300 000 € d'amende et 3 ans de peine d'emprisonnement. Je dis bien la peine maximum. Elle est souvent, j'ai écoulé mon temps, elle est très peu souvent appliquée, mais elle est quand même très sévère, ce n'est pas neutre, donc gérez vraiment vos licences avec l'aide des prestataires qui peuvent vous conseiller. Alors, je voulais conclure, on avait prévu de conclure sur le cas particulier du logiciel libre. Là, je vais aller très vite. Vous savez tous ce que c'est qu'un logiciel libre. Il faut bien comprendre que dans le cas du logiciel libre, le créateur n'abandonne pas ses droits d'auteur. C'est un mode particulier de diffusion d'un logiciel, mais ce n'est pas l'abandon des droits par le créateur, puisqu'il faut reverser à chaque fois les évolutions à la communauté. On voulait surtout vous signaler que un logiciel open source ou un logiciel libre, ça ne signifie pas gratuité, puisque l'utilisation elle-même est gratuite, mais les services qui sont associés, la maintenance, les évolutions, le support, la formation ou d'éventuels développements spécifiques sont payants. Donc ce libre, ce n'est pas gratuit, ça ne veut pas dire la même chose dans le dictionnaire. Et puis il faut bien choisir sa licence open source lorsque vous-même ou vos étudiants montent des projets informatiques, puisque vous savez qu'il y a des problèmes de compatibilité entre licences, elles ne sont pas toutes compatibles. Et il faut donc bien vérifier, puisque dans la communauté scientifique, on utilise le plus souvent, semble-t-il, la GNU-GPL, qui est un monde assez manichéen. C'est-à-dire que dès lors que vous reversez dans GNU-GPL, tout va bien, vous pouvez bénéficier de toutes les évolutions. Si vous ne reversez pas, là, tout le monde de l'open source vous est bloqué. Donc il faut bien vérifier, lorsque vous avez un programme A qui est sous licence A, un programme B qui est sous licence B, et que vous voulez construire un programme C, il faut bien vérifier que A et B soient compatibles, parce que si elles ne le sont pas, vous ne pourrez pas monter ce programme C avec ces deux licences. Il vous faudra aller piocher dans d'autres licences. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons une petite dizaine de minutes pour le réponse. Très bien. Très bien. Bien, mais j'espère qu'il y a...
Non, oui, ça y est. Bon, sur ces sujets, quand même, de société, d'environnement, etc., je crois que c'est hyper important. On a parlé beaucoup d'usages, hein, et les usages vont changer. Il y a notamment un livre excellent qui vient de sortir du CIGREF sur ce sujet. Et effectivement, la CIF va publier un article aussi sur les changements de comportement, aussi bien des individus que des entreprises. Et ça, je crois que, Jean, vous en avez bien parlé ensemble, les créations d'entreprises, du numérique, etc. Mais j'aimerais savoir quelles sont vos interrogations là-dessus, et notamment les interrogations de vos élèves qui ne vont pas manquer d'être posées, justement, sur l'impact sur l'environnement, sur notre qualité de vie du numérique. Si vous avez des questions, je suis preneur, sinon moi j'en ai une, si personne n'en a. Alors Robert, comme c'est toi qui t'as demandé certaines choses, je pense que tu voulais insister sur le point juridique, notamment vis-à-vis du ministère de l'Éducation nationale, qu'il ne soit pas un jour pris à partie. Ouais, c'est un sujet inépuisable, il est tellement gigantesque que là, le temps de cette journée est loin d'en suffire, mais il faut premièrement remarquer que ces questions de droit du numérique, droit des données, on n'a pas parlé de droit des données personnelles, qui est également un domaine absolument fantastique et très ardu, ne va faire qu'augmenter. Il suffit de voir à quel rythme les élus, donc l'Assemblée nationale, pondent des textes sur le sujet pour être convaincus que c'est loin d'être fini. Donc la législation sur le numérique ne va faire qu'augmenter. Elle va imposer des contraintes sur les entreprises et sur les individus, étant entendu que l'État se réserve le droit de réguler la vie sociale. Donc c'est une porte d'entrée absolument majeure. Sans compter que le droit du numérique va devenir un business. Apparemment, ça s'étudie en fin d'études de droit. Peut-être qu'il va falloir anticiper un peu. Peut-être faudra-t-il envisager que les avocats spécialisés dans ce domaine ne sont pas assez nombreux et qu'il faudrait en former davantage en donnant de la visibilité à cette expertise que les entreprises attendent. En effet, au moment de concevoir un service ou un produit novateur, il faut peut-être se demander si ce service va contrevenir aux droits fondamentaux du citoyen. Et donc, études juridiques. Je pense que le point essentiel pour faire prendre conscience de ce côté critique du droit des choses numériques, c'est l'enseignement, afin que les élèves, dès leur jeune âge, comprennent que ces questions sont désormais sensibles, pas uniquement pour des histoires de protection et de redevance, mais aussi pour leur future vie citoyenne. Et donc, nous sommes convaincus, et cela est inscrit dans le programme de l'enseignement spécialité ISN, qu'un premier contact avec les problématiques juridiques et sociales doit être câblé au sein de l'enseignement afin qu'il soit fructueux. Voilà. Pour le reste, dans une très grande organisation comme l'Éducation nationale, la gestion concrète de ces problèmes de licence est évidemment un problème abominable, donc je n'en dirai rien. Ajouter une question qui prolonge les propos de mon collègue. C'est vrai qu'on a ajouté un plan questions juridiques, éthiques, sociétales au programme d'ISN, mais est-ce qu'il ne serait pas nécessaire aussi d'ajouter un volet éducation au numérique, informatique, dans les études juridiques ? Parce que c'est exactement, il y a des gens dans cette salle que j'ai croisé à la CNIL la semaine dernière, puisque la CNIL essaie de monter un dossier qu'ils appellent l'éducation au numérique, et ils essayent d'en faire une grande cause nationale. Donc avec l'aide des associations professionnelles, il y a beaucoup d'éducateurs dans cette commission. Donc il y a une vraie conscience du régulateur des données personnelles qu'il faut que l'éducation se fasse, mais vraiment niveau lycée, voire ou juste après le bac. Donc ils ont une vraie conscience de cela, et nous, on est à Syntec Numérique, on promeut cette démarche, puisque, comme je vous l'ai dit, les études se font très tardivement en matière de données personnelles. Il semble qu'avec les réseaux sociaux et l'utilisation massive du marketing de soi sur Internet, il faille vraiment éduquer les gens à ces usages. Donc je vous rejoins totalement sur le sujet. Des questions de ça. Voilà. On a encore 2 minutes avant de passer. Oui,
c'est pas une question à laquelle on doit répondre dans la minute, mais il me semble que ça serait bien de faire une liste des compétences en informatique qu'un juriste devrait avoir. Parce que les compétences en informatique qu'un juriste devrait avoir ne sont pas nécessairement les mêmes que les compétences en informatique qu'un boulanger ou qu'un ingénieur doit avoir. Et par exemple, il y a dans le droit des licences une importance liée à la différence entre code source et code compilé. Et c'est une notion qui est un peu difficile. Enfin, disons, c'est pas facile de comprendre ces notions quand on n'a pas fait de compilation soi-même. Donc, cette distinction code source, code compilé, moi, me semble un des items d'une liste. Mais ça serait vraiment intéressant pour réfléchir à une formation en informatique des juristes, de comprendre quels sont les domaines spécifiques de l'informatique, quelles sont les notions spécifiques de l'informatique qui sont importantes. Je ne vais pas repasser la parole à Mathieu. Bon, il se trouve que dans mes relations, le mari d'une amie est avocat. Et il m'a, un jour, en discutant à table, gentiment, dit: qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ça. Et, ah, mais moi, je suis président d'une association des avocats qui œuvrent dans le sens du numérique. Bon, j'en sais pas plus, mais je te mettrai en relation avec. Merci. Oui, il y a des associations d'avocats, comme l'a dit par exemple, ou Cyberlex, qui sont des avocats spécialisés en droit de l'informatique, droit des données personnelles ou des réseaux, parce qu'on différencie par spécialité, mais tout ça se rejoint. Donc il y a vraiment des formations, des troncs au barreau qui forment les avocats sur le droit évidemment, mais sur les technologies aussi. Alors c'est clair que nous on n'est pas très bons en techno par rapport à des informaticiens. C'est évident qu'il y a une amélioration continue à effectuer. Quand on est juriste, on connaît le droit des contrats, donc on peut conclure un contrat de licence, mais c'est vrai que la décompilation, il va falloir se faire expliquer par un opérationnel avant de savoir ce que c'est vraiment. C'est pour ça que les juristes du secteur s'échangent à prix d'or entre les différentes sociétés du marché. Une fois qu'ils sont formés, on essaie de les garder. Mais oui, il y a des ponts à faire, effectivement, complètement d'accord. Il y a une question. Allez, tu avais une question, mon cher ami. Thierry, ta question. Oui, c'était à propos d'une remarque qui avait été faite sur l'appropriation immédiate du numérique, comme si les produits nous étaient très bien adaptés. Alors j'ai l'impression qu'ils sont très bien adaptés pour qu'on les achète, ça marche assez bien, mais j'aurais aimé qu'on affine ça, parce qu'à l'inverse de la fée électrique, j'ai l'impression qu'on ne s'approprie pas si facilement que ça le numérique. Donc où est la subtilité ? Jean, Tistran. Allez Jean, je pense que tu es mieux placé pour répondre. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que ça évolue. Je pense que ça évolue vite, assez vite. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous achetez un téléviseur, vous le mettez en route, vous avez un truc qui vous guide. Sans être très intelligent, tout de suite, vous arrivez à vous en servir, etc. Et ça marche. C'est vrai que si vous achetez un micro-ordinateur aujourd'hui, que vous vous plantez, le déplantage, il n'est pas immédiat, il n'est pas facile. Je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire sur ce que j'appellerais le mélange entre l'ergonomie, la fiabilité, l'ease of use en fait des outils numériques. Je crois qu'il y a des progrès, un pas important qui a été fait avec les smartphones et avec les tablettes, qui sont d'un usage plus facile déjà. Mais je suis d'accord avec vous, je crois qu'on a encore à progresser, enfin les fabricants, les éditeurs, etc., ont encore à progresser pour que ces outils deviennent très faciles d'appropriation, comme quand vous achetez, encore une fois, une automobile ou un téléviseur. Je crois que votre remarque est tout à fait pertinente et qu'il y a encore des progrès réalisés dans ce sens-là. Il est clair que sur les villes, on a à disposition les données qu'on veut. Créer les usages et faire en sorte que les gens utilisent vraiment cet usage, finalement, c'est un vrai sujet. Et donc c'est pour ça que pour notre part, ce qu'on essaye de faire, c'est des projets de recherche et développement avec les territoires, parce qu'on pense que c'est comme ça que ça va se faire. Et qu'on est vraiment à l'envers, je dirais, de notre méthode plus traditionnelle qui est on a une offre et on essaie de la vendre. Dans les villes, ça ne marche pas comme ça. Donc on fait des projets de recherche et développement avec les territoires pour faire en sorte que le territoire et l'écosystème progressent, et les citoyens avec, et qu'ensuite on soit plus près finalement du vrai besoin qu'on ne connaît pas a priori. Merci d'avoir tenu le timing, merci Jean, merci Tristan, merci Philippe, merci Mathieu pour vos exposés, c'était brillant.